Je m'appelle Jean-Pierre, menuisier retraité, veuf, savoyard de 3e génération, né et élevé dans les quartiers populaires d'Annemasse, à l'époque où c'était encore le genre d'endroit où votre mère vous disait de ne pas traîner après la tombée de la nuit. J'ai des mains comme des battoirs, un genou gauche en compote à cause d'un chantier de toiture en 94, et selon ma défunte épouse, Monique, un visage qui semble perpétuellement déçu même quand je suis heureux, elle n'avait pas tort, c'est juste la forme de mes traits. J'ai construit des choses pendant 40 ans, des terrasses, des armoires, des escaliers, des maisons entières de la dalle au faîtage. Je comprends les murs porteurs, je comprends quels assemblages tiennent et lesquels lâchent, je comprends qu'on ne peut pas précipiter un travail de qualité, que la patience n'est pas une faiblesse et que la partie la plus importante de toute structure est celle que personne ne voit jamais. Je n'avais pas compris, jusqu'à cette nuit de novembre, qu'un homme pouvait regarder sa propre petite fille nouveau-née et utiliser le mot défectueuse, mais Marc l'a fait. Et c'est cette nuit-là que j'ai quitté sa maison, que je suis rentré chez moi sur la route des Cerisiers, que je me suis assis dans mon atelier jusqu'à 3 heures du matin pour fabriquer un petit cheval à bascule en bois que je n'avais personne à qui offrir, et que j'ai décidé tranquillement. Sans drame, de la manière dont je décide la plupart des choses, que j'allais retrouver cette petite fille même si cela devait me prendre le reste de ma vie. Cela a pris 9 ans, et chaque seconde en valait la peine. Bienvenue sur la chaîne La Revanche d'un Père, prenez vos collations, installez-vous confortablement et rappelez-vous que les gens de ces histoires ont eu toutes les chances de bien se comporter, ils ont juste fait le mauvais choix, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Vous allez adorer. Laissez-moi vous présenter les protagonistes de cette histoire, Marc, mon fils, 41 ans à la fin de ce récit, directeur régional pour un cabinet d'immobilier d'entreprise de luxe sur l'avenue d'Albigny à Annecy. Beau gosse de cette manière tranchante et impatiente qui fait croire aux gens qu'il est compétent avant même qu'il n'ouvre la bouche, il tient son ambition de moi et sa froideur d'un endroit que je n'ai toujours pas identifié. Sa mère disait toujours qu'il était sorti du ventre en train de déjà tout calculer, elle le disait avec tendresse, mais j'ai cessé de le dire avec tendresse vers le mois de novembre de cette année-là. Isabelle, la femme de Marc, mince, prudente, le genre de femme qui s'excuse avant de vous demander de passer le sel, elle a accepté l'adoption comme elle acceptait la plupart des choses que Marc décidait, en silence, les mains jointes et la mâchoire serrée. Je l'ai blâmé autant que lui pendant 9 ans, puis j'ai découvert quelque chose qui a rendu toute l'équation plus compliquée, mais j'y reviendrai plus tard. Léa, ma petite fille, née un jeudi matin au centre hospitalier d'Annecy, avec 3 semaines d'avance, les yeux de sa grand-mère. Le menton têtu de son arrière-grand-mère et une surdité bilatérale profonde que les médecins ont identifiée en moins de 48 heures, elle pesait 2,8 kg. Je l'ai tenue exactement 1 heure avant que le monde ne bascule, elle sentait le neuf, elle a enroulé tout son poing autour de mon index et ne l'a plus lâché. Marc l'a qualifiée de défectueuse, je l'ai qualifiée de plus belle chose que j'ai jamais touchée. Théo, 14 ans quand je l'ai rencontré, sourd de naissance, vif comme un ciseau à bois fraîchement affûté, plus drôle que n'importe quel gamin de son âge et portant une colère particulière qui vient du fait de grandir dans un monde qui vous sous-estime constamment, il n'avait pas de père. Il a commencé à traîner autour de mes séances de bénévolat à l'atelier comme un chat errant qui prétend ne pas avoir besoin de vous alors qu'il en a manifestement besoin, et il a tout changé sans jamais le vouloir. Monique, ma femme, partie après 6 ans de recherche, un cancer du sein, rapide et impitoyable comme le sont les hivers dans les Alpes, elle m'a fait promettre 3 jours avant la fin que je n'arrêterai pas de chercher. Je lui ai dit que je n'avais jamais envisagé d'arrêter, elle a souri et a dit, « Je sais, je voulais juste l'entendre de ta bouche. » Je lui parle depuis lors, surtout dans l'atelier où la sueur est si épaisse qu'elle ressemble à une présence. Voici l'appel téléphonique qui a tout déclenché, Marc m'a appelé cet après-midi-là et m'a demandé de passer. Lui et Isabelle vivaient sur les hauteurs de Verrier-du-Lac, là où les terrains sont plus grands, les allées accueillent 2 voitures de luxe et les gens mettent des statues décoratives sur leur perron, le genre de quartier qui vous donne l'impression que tout est ordonné, correct et parfait. Rien de cette nuit-là n'était correct. Isabelle a ouvert la porte, elle avait l'air d'avoir pleuré pendant des heures et prétendait le contraire, je l'ai remarqué, je remarque toujours ces choses-là, je ne savais juste pas encore pourquoi elle pleurait. Marc était debout dans le salon, les gens se tiennent debout lorsqu'ils s'apprêtent à annoncer une nouvelle pour laquelle ils ont déjà décidé que vous n'aviez pas votre mot à dire. Papa, a-t-il dit, nous devons te dire quelque chose à propos du bébé. Le bébé avait 3 jours, toujours à l'hôpital, j'y étais allé chaque jour, collant mon visage à la vitre de la maternité comme un idiot amoureux, ce que j'étais. Qu'est-ce qu'elle a? Marc a regardé Isabelle, Isabelle a regardé le sol, Marc m'a regardé à nouveau. Elle est sourde, papa, profondément sourde des 2 oreilles, les médecins l'ont confirmé ce matin,
et nous avons pris une décision, nous la confions à l'adoption, c'est déjà en marche, il n'y a rien à faire. Je n'ai pas entendu la suite de la phrase, non pas parce que je suis sourd, mais parce que quelque chose s'est passé dans ma poitrine, un bruit si fort qu'il a tout étouffé, une sorte de rugissement interne comme un glacier qui s'effondre dans l'eau. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Papa, écoute. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il s'est redressé, il a fait cette chose qu'il fait depuis ses 16 ans, il a carré les épaules, son visage est devenu plat, il est devenu très calme, de cette manière qui signifie qu'il a pris sa décision et que vos sentiments ne font pas partie du calcul. Nous ne pouvons pas élever un enfant défectueux, papa, nous n'avons pas les épaules, nous ne connaissons pas la langue des signes, nous n'avons pas les ressources ou la patience, ce n'est pas un jugement, c'est pragmatique. Elle fait 2,8 kg, elle a les yeux de ta grand-mère et tu te tiens dans ton salon en la traitant de défectueuse. Papa. Elle a serré son poing autour de mon doigt, Marc. Silence. Isabelle a émis un son qui n'était pas vraiment un mot, la mâchoire de Marc s'est crispée. L'adoption est déjà organisée, a-t-il dit, adoption plénière, privée, c'est fait, tu ne peux rien y faire. J'ai regardé mon fils pendant un long moment, je l'ai vraiment regardé, j'ai essayé de retrouver le petit garçon à qui j'avais appris à utiliser un rabot manuel quelque part sur ce visage, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai posé ma tasse de café sur sa jolie table de designer très soigneusement pour ne pas la jeter à travers sa jolie baie vitrée vue sur le lac, j'ai mis mon manteau et j'ai marché vers la porte. Papa, ne fais pas ton mélodramatique. J'ai fermé la porte derrière moi, pas de fracas, juste une fermeture nette et finale comme un bon assemblage de menuiserie. Je suis rentré chez moi par l'obscurité annécienne, le froid de novembre rendait déjà la route glissante, les montagnes étaient invisibles derrière les nuages. Je suis allé à l'atelier, j'ai construit un cheval à bascule, j'ai parlé à Monique, qui n'était pas encore morte à ce moment-là et qui pouvait donc me répondre, et qui a dit très doucement depuis le pas de la porte, « Trouve-la, Jean-Pierre. » Je le ferai, j'ai dit. Je ne savais pas encore combien de temps cela prendrait, je ne savais pas encore ce que cela coûterait, je ne savais pas encore que la réponse se trouvait à 30 km de là, dans un tiroir de cuisine, dans une enveloppe à mon nom depuis 9 ans, mais je brûle les étapes. De l'année 1 à l'année 3 après la naissance de ma petite fille, j'ai appris. L'Université populaire d'Annecy propose des cours du soir de LSF, la langue des signes française, les lundis et mercredis. La salle était éclairée par des néons blafards et sentait le marqueur effaçable et la moquette industrielle. Le premier soir, j'étais entouré de jeunes de 19 ans qui étaient là parce qu'ils pensaient que ce serait intéressant, j'étais là parce que, quelque part, une petite fille ne pouvait pas entendre et personne dans sa famille biologique n'avait pris la peine d'apprendre à lui parler. Et j'avais décidé que je serais l'exception. L'instructrice, une femme sourde nommée Catherine, qui a communiqué par un interprète pendant les 3 premières séances jusqu'à ce qu'elle décide que nous étions prêts pour l'immersion, m'a regardé ce premier soir avec une expression que je connais bien, c'est l'expression que l'on donne aux vieux chiens dont on n'est pas sûr qu'ils puissent apprendre de nouveaux tours. J'ai appris tous les tours. Je suis menuisier, je comprends que les mains sont des outils, que la précision compte, que la mémoire musculaire se construit par la répétition et qu'il n'y a pas de raccourci. J'ai pratiqué les signes dans mon atelier pendant que je travaillais, j'ai pratiqué au supermarché en attendant à la caisse, bougeant mes doigts contre ma cuisse, j'ai pratiqué dans ma camionnette sur le chemin des chantiers. J'ai rendu Catherine folle avec mes questions, elle a fini par arrêter de me regarder comme un vieux chien et a commencé à me regarder comme une surprise. À la 2e année, je pouvais tenir une conversation, à la 3e année, je rêvais en langue des signes. Monique trouvait ça hilarant. Tu n'as jamais pu apprendre l'anglais malgré mes 20 ans de demande, disait-elle un jour en riant devant son café matinal, en pleine santé, vivante et magnifique en cette 2e année. Une petite fille est soudain tuée linguiste. Elle a tendu la main sur la table et a posé la sienne sur la mienne. Ça en valait la peine, n'est-ce pas? Je ne savais pas encore qu'il ne me restait que 4 ans de matin comme celui-là. Les détectives privés ont été un gaspillage collectif de 4 000 € et de ma patience. Le premier, un gars nommé Garret qui opérait depuis un bureau minable dans une zone industrielle, a pris 1 800 € en 3 mois et est revenu avec une pochette contenant des informations que j'aurais pu trouver moi-même sur Google. Le second m'a été recommandé par un ami et a tenu 6 mois avant de m'informer par un email très professionnel que les adoptions plénières en France étaient extraordinairement difficiles à pénétrer légalement et qu'il ne pensait pas pouvoir m'aider davantage. Je l'ai remercié, j'ai classé tout ce qu'il m'avait donné et j'ai continué. J'ai assisté à chaque événement de la communauté sourde en Savoie et Haute-Savoie, le festival annuel de sensibilisation au centre culturel,
des spectacles scolaires, des collectes de fonds, des repas partagés, des pièces de théâtre, des offices religieux. Je suis devenu un visage familier dans des espaces où j'étais manifestement un intrus, un ancien menuisier de 60 ans et quelques, entendant, arrivant avec sa LSF hésitante mais sincère, ses grosses mains d'artisan et son visage perpétuellement déçu. Les gens étaient gentils, mais personne n'avait vu une petite fille qui ressemblait à Monique. Monique est morte en février de l'année 6. Les montagnes étaient enterrées sous la neige, la lumière était blafarde et grise, la chambre d'hôpital sentait l'antiseptique et les fleurs que nous avions apportées 3 jours plus tôt commençaient déjà à faner. Elle m'a tenu la main et m'a dit de trouver Léa. Je lui ai dit que je le ferais. Elle m'a dit de ne pas faire l'idiot avec mon régime alimentaire après son départ. Je lui ai dit que je ne pouvais pas le promettre. Elle a souri et a fermé les yeux. Je suis rentré chez moi par l'autoroute dans le noir sous la neige et je lui ai parlé tout le long. Je le fais encore. Marc est venu à l'enterrement, Isabelle a pleuré. Nous nous tenions au cimetière des Îles, sur les hauteurs d'Annecy, avec toute la vue sur le lac s'étendant sous nous comme une excuse. Marc a posé sa main sur mon épaule et a dit « C'était une grande femme, papa ». Je ne lui ai pas dit ce que je faisais, je ne lui avais rien dit depuis 6 ans. Il pensait que j'avais accepté la situation, il pensait que le vieux Jean-Pierre avait fait la paix, qu'il était passé à autre chose, qu'il trouvait du réconfort auprès des petits-enfants auxquels il avait accès, les 2 plus jeunes de Marc, un garçon et une fille, parfaitement sains. Parfaitement entendants, grandissant dans la maison de Verrier sans savoir qu'ils avaient une sœur. Penser à cela me crispe encore la mâchoire. J'ai continué mes recherches, je me suis inscrit sur tous les registres de retrouvailles d'adoption que j'ai pu trouver, les bases de données nationales, les communautés en ligne. J'ai publié des avis soigneusement rédigés dans les bulletins de la communauté sourde. J'ai assisté à une conférence sur les droits des adoptés à Lyon et je me suis assis au fond pour écouter les gens parler des dossiers scellés et de la cruauté fondamentale des systèmes qui traitent l'origine humaine comme une information classée secrète. Rien pendant 9 ans. Rien du tout. Et puis j'ai commencé à faire du bénévolat à l'école spécialisée pour jeunes sourds de la région. Année 9, l'année où j'ai rencontré Théo. L'école se trouvait dans une rue calme à la périphérie d'Annecy, à 10 minutes de chez moi. Ils avaient besoin de bénévoles pour leur programme périscolaire, quelqu'un avait mentionné qu'ils essayaient de lancer un atelier de travail du bois et qu'ils n'avaient pas d'instructeur. Je suis arrivé un lundi après-midi de mars avec mon propre jeu d'outils à main et absolument aucune attente, si ce n'est d'être utile. Théo était assis au fond de l'atelier, les pieds sur un établi qui n'était pas le sien, mangeant des chips avec la désinvolture agressive d'un adolescent qui veut que vous sachiez qu'il n'est pas intéressé. Il avait 14 ans, les cheveux sombres, nerveux, portant un sweat à capuche qui avait connu des décennies meilleures. Il a levé les yeux quand je suis entré, m'a jaugé en 2 secondes et a signé avec l'éloquence particulière d'un gamin sous-estimé toute sa vie, « T'es le gars de la menuiserie ?» Ouais, j'ai répondu en signant. Et toi, t'es le gamin qui mange des chips sur mon établi. Il a regardé ses pieds, a relevé la tête avec un petit sourire qui a disparu presque immédiatement parce qu'il avait une réputation à tenir. Ta LSF est plutôt bonne pour un vieux, a-t-il signé. Tes manières sont plutôt mauvaises pour n'importe quel âge, j'ai répondu. Il a ri, il n'a pas pu s'en empêcher, il a couvert ça avec une toux qui n'a trompé personne. On allait bien s'entendre. Théo avait les mains de quelqu'un qui serait doué pour ce genre de travail, des mains patientes, précises, des mains qui voulaient s'occuper. Sa situation familiale était compliquée, il l'évoquait par petites touches plutôt que directement, comme le font les enfants qui ont honte de circonstances dont ils ne sont pas responsables. Sa mère cumulait 2 emplois, son père était un concept plutôt qu'une personne. Il prenait le bus de ville tous les jours pour venir à l'école depuis un quartier modeste de Cranchevrier. Il a commencé à rester tard après le départ des autres enfants. Nous travaillions et signions en même temps, ce qui demande une coordination spécifique qu'il trouvait hilarante quand je m'en mêlais les pinceaux. Il m'a appris l'argot, spécifiquement l'argot signé que Catherine à l'université populaire n'avait absolument pas abordé et que je ne reproduirai pas ici car une partie était franchement inappropriée et j'étais bien trop vieux pour l'utiliser sans avoir l'air de faire un AVC. Je ne lui ai pas dit pourquoi j'étais vraiment venu à l'école, je ne l'ai dit à personne, c'était une chance sur 1 million, une tentative tellement désespérée qu'elle en était presque dérisoire. Puis, un jeudi après-midi d'octobre, 9 ans et 11 mois après le début de mes recherches, Théo m'a montré une photo sur son téléphone. Il faisait défiler des photos d'un week-end de groupe de jeunes sourds au bord du lac Vert. Des feux de camp, des kayaks, beaucoup d'enfants faisant des grimaces à l'appareil.
Il me montrait ça parce qu'il était sur l'une d'elles, en plein rire, sincèrement heureux d'une manière qu'il n'aurait jamais admise en personne. Je souriais en regardant sa photo quand mon regard s'est déplacé vers l'arrière-plan. Une fille, légèrement floue, se tenant au bord du groupe avec un mug dans les mains, disant quelque chose à la personne à côté d'elle, en milieu de phrase, en milieu de rire. Elle avait la mâchoire de Marc, elle avait les yeux de Monique, elle avait le menton têtu d'une femme de 4 générations plus tôt sur une photo posée sur ma cheminée. Ma main s'est figée. Qui est-ce, là-bas derrière? J'ai signé, et mes mains n'étaient pas tout à fait stables. Théo a jeté un œil à la photo. Oh, c'est Léa, elle est dans mon groupe du samedi au centre social, pourquoi? J'ai regardé la photo pendant 3 secondes supplémentaires. Pour rien, j'ai signé, jolie photo. Je me suis excusé, je suis sorti sur le parking, je me suis assis sur le capot de ma camionnette dans le froid d'octobre, les montagnes devenant orange et or derrière la ville, l'air sentant la fumée de bois et l'hiver approchant, et j'ai regardé le ciel pendant un long moment. Monique, j'ai dit à voix haute pour personne, pour tout le monde, tu ne vas pas le croire. Je n'ai pas pleuré, je ne suis pas un pleureur, mes yeux ont juste fait quelque chose qui n'était techniquement pas des larmes. Passons à la suite. D'octobre à novembre de l'année 9, je n'ai pas précipité les choses. Tout ce que j'ai précipité dans ma vie, je l'ai regretté, les assemblages à queue d'aronde, l'éducation de Marc, cette conversation sur un second mariage que j'avais failli avoir en 1987 avec une femme de Chamonix. La patience est le cœur du jeu. J'ai demandé à Théo, l'air de rien la semaine suivante, de m'en dire plus sur son groupe du samedi, qui le gérait, où il se réunissait exactement, ce qu'il faisait. Théo, qui n'est pas stupide, m'a lancé un regard qui disait qu'il soupçonnait quelque chose mais qu'il ne savait pas quoi, et il a répondu à mes questions parce qu'il me faisait confiance. Le groupe se réunissait au centre social de la MJC, le samedi matin, organisé par une femme nommée Valérie qui était une fervente défenseuse de l'éducation des sourds, ouvert aux jeunes sourds d'Annecy de 10 à 17 ans, environ 15 enfants réguliers. J'ai demandé à Théo s'il accepterait de me présenter un jour comme son instructeur de menuiserie, juste comme quelqu'un qu'il connaissait. Tu veux rencontrer quelqu'un du groupe? A-t-il signé? Ce n'était pas une question. Peut-être, j'ai répondu. Il m'a observé un long moment avec ses yeux sombres et vifs. C'est pour Léa? Je n'ai pas répondu immédiatement. Jean-Pierre, a-t-il signé? Est-ce que c'est à cause de cette photo? J'ai pris une inspiration, j'ai posé le rabot que je tenais, j'ai regardé ce gamin de 14 ans qui était entré dans ma vie comme une pièce de puzzle manquante. J'ai besoin que tu me fasses confiance, j'ai signé, et j'ai besoin que tu saches que si tu fais ça et que je t'explique tout après, tu comprendras pourquoi, tu peux faire ça? Longue pause. Théo était silencieux, de cette manière qui signifie qu'il réfléchit vraiment, qu'il ne joue pas la comédie. Ouais, a-t-il fini par signer, d'accord. Il nous a présenté un samedi matin de fin octobre. Le centre social sentait le vieux café et la cire pour sol. Les fenêtres donnaient sur la rue où les bouleaux étaient déjà nus et où la première neige de la saison essayait de se décider à tomber. Je l'ai vue à travers la pièce avant même que Théo ne m'atteigne. Elle était plus grande que je ne l'avais imaginé, 13 ans et déjà une prestance comme si elle possédait chaque pièce où elle entrait. Cette confiance spécifique qui ne vient pas de l'arrogance mais du fait d'avoir décidé à un moment donné que l'opinion du monde sur vos limites n'était pas son problème. Elle signait rapidement avec une autre fille, riant, ses mains bougeant avec la fluidité pratiquée de quelqu'un pour qui c'était une langue maternelle et non une courtoisie. J'ai pensé, te voilà, enfin, tout simplement. Pas de fanfare, pas de rugissement dans ma poitrine cette fois, juste un calme profond, comme des fondations trouvant la roche-mère. Léa, a signé Théo en lui tapotant l'épaule, voici Jean-Pierre, c'est le menuisier dont je t'ai parlé, c'est lui qui m'a appris à faire le bol. Elle s'est tournée, m'a regardé avec les yeux de Monique, a tendu la main non pas pour un signe de la main mais pour une véritable poignée de main, comme une personne sérieuse. Théo dit que c'est vous qui lui avez appris à faire le petit bol en bois, a-t-elle signé après que j'ai serré sa main, c'était vraiment du beau travail. J'ai ri à haute voix, me surprenant moi-même. Merci, j'ai signé, il a fait la plus grande partie lui-même. Elle a haussé un sourcil, mon sourcil, celui qui est sceptique, et a lancé un regard à Théo qui a haussé les épaules d'une manière qui confirmait qu'elle savait déjà qu'il s'attribuait un mérite minimal. Votre signature est bonne, a-t-elle dit, depuis combien de temps? 9 ans, j'ai répondu. Quelque chose a vacillé dans son expression, un petit recalibrage. 9 ans,
c'est long pour apprendre une langue quand personne dans votre vie immédiate ne l'exige. Pourquoi avez-vous commencé? Je te le dirai un jour, j'ai promis. Je ne savais pas encore, je ne pouvais pas savoir qu'elle connaissait déjà la réponse. Nous nous sommes vus 4 fois de plus au cours des 3 semaines suivantes, toujours au centre social, toujours avec Théo à proximité, toujours de manière facile et naturelle. Elle m'a parlé de son école, le lycée Berthollet, de ses amis, du groupe de théâtre sourd avec lequel elle jouait dans une petite salle à Annecy-le-Vieux où je n'étais curieusement jamais allé malgré mes années de présence partout. Elle voulait être architecte, elle avait redessiné sa chambre 3 fois dans sa tête et pouvait décrire chaque décision structurelle avec précision. Mur porteur, j'ai signé quand elle a décrit comment elle réorganiserait l'espace pour l'ouvrir. Ses yeux se sont éclairés. Oui, exactement, on ne peut pas juste enlever un mur sans comprendre ce qu'il soutient. J'ai terminé sa phrase et elle m'a pointé du doigt comme si j'avais donné la bonne réponse à un quiz. J'ai pensé, Monique, tu l'aurais tellement aimé. Lors de notre 5e rencontre, j'ai demandé à sa famille adoptive, les Lefebvre, une famille chaleureuse et solide qui vivait près de Menton-Saint-Bernard, si je pouvais leur parler avant de parler à Léa. Ils étaient prudents mais ouverts. Nous nous sommes retrouvés pour un café sur le bord du lac un jeudi matin pendant que Léa était en cours. Je leur ai tout raconté, les 9 ans, les cours de LSF, les détectives, les événements de la communauté sourde, Théo et la photo du lac. J'ai tout mis sur la table. Sa mère adoptive, Catherine Lefebvre, a écouté sans m'interrompre, ce qui est plus rare qu'on ne le pense. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit, « Monsieur, est-ce que je peux vous montrer quelque chose ?» Elle a ouvert son sac, a sorti une enveloppe, l'a posée sur la table entre nous. Elle était jaunie sur les bords, adressée de cette écriture que je reconnaissais, à mon nom, mon ancienne adresse, la maison d'Annemasse que j'avais vendue après que Monique soit tombée malade pour me rapprocher de la famille de Marc. Mon nom écrit de la main d'Isabelle. Mes mains se sont figées pour la 2e fois en 9 ans. C'est arrivé environ 6 mois après l'adoption, a dit doucement Catherine, transmis par l'agence. Nous avons supposé qu'on vous avait dit comment nous contacter directement et que vous aviez choisi de ne pas le faire. Nous l'avons gardée parce que je ne sais pas, ça ne semblait pas correct de la jeter. J'ai retourné l'enveloppe, toujours scellée, parce qu'elle ne m'était jamais parvenue, parce que j'avais déménagé, parce qu'une vente de maison avait détourné le cours de 9 années. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une photo de moi et Monique lors d'un barbecue familial dans le jardin sur la route des Cerisiers, l'été, il y a peut-être 15 ans. Monique riait de quelque chose hors champ, moi à côté d'elle la regardant au lieu de regarder l'objectif. Et le mot, de l'écriture prudente et désolée d'Isabelle, son grand-père l'aime, il s'appelle Jean-Pierre. Si jamais elle veut retrouver sa famille, commencez par lui, il n'aura pas arrêté de chercher. Isabelle avait su que c'était mal. Dès 6 mois après, elle le savait, et au lieu de le réparer, au lieu d'entrer dans le salon luxueux de son mari et de lui dire qu'elle ne porterait pas cette culpabilité particulière, elle avait laissé tomber une miette de pain dans le noir et avait fait confiance à l'univers pour qu'elle arrive à destination. L'univers avait mis 9 ans à s'en occuper. Je suis un homme patient, mais même moi j'ai mes limites. Cet après-midi-là, j'ai dit la vérité à Léa. Toute la vérité. J'avais demandé à Catherine d'être présente, je m'étais préparé à toutes les réactions, la colère, les larmes, l'incrédulité, la porte qui se ferme au nez. Je m'étais préparé à tout. Ce à quoi je ne m'étais pas préparé, c'est qu'elle fouille dans la poche de sa veste et me montre une photo. Moi et Monique, le même barbecue, le même après-midi d'été. Je sais, a-t-elle signé, je savais qui vous étiez dès la 3e fois qu'on s'est vu, je vous ai reconnu grâce à la photo. Je l'ai fixée, bouche bée. Maman me l'a montré il y a des années, elle m'a dit, si jamais je voulais retrouver ma famille de naissance, vous étiez l'endroit où commencer, que vous n'auriez pas arrêté de chercher. Elle l'a dit si simplement, comme si c'était évident, comme si c'était le cours normal des choses. Tu m'as laissé comprendre tout seul, j'ai signé. Je voulais d'abord voir quel genre de personne vous étiez, a-t-elle signé avant de se décider, un coin de sa bouche s'est levé, vous êtes quelqu'un de bien, a-t-elle conclu. Un compliment de haut vol, je prends. Je veux être très clair, ce que j'ai fait ensuite n'était pas impulsif. Les gens impulsifs renversent des tables et envoient des SMS furieux, je suis menuisier, je mesure 2 fois, je coupe une seule fois. J'ai passé une année entière à être le grand-père de Léa de toutes les manières possibles avant de toucher à quoi que ce soit concernant Marc et Isabelle. Ces spectacles au lycée,
ces représentations de théâtre sourd où elle jouait un rôle principal et signait avec une précision si féroce que des adultes dans le public pleuraient alors qu'elle n'en était absolument pas perturbée. Les parties de pêche au lac en juin où elle a attrapé un plus gros poisson que moi et s'en montrait d'insupportablement fière, les samedis matins dans mon atelier sur la route des Cerisiers, elle en face de moi de l'autre côté de l'établi, lunettes de sécurité sur le nez. Se battant avec des assemblages et gagnant. J'ai tout photographié, comme le font les grands-pères fiers, naturellement, sans arrière-pensée, juste un homme rassemblant les preuves de sa chance. J'ai aussi appelé discrètement mon notaire, Maître Bernard, un homme bien qui travaille dans un bureau du centre-ville, le genre de notaire qui porte des chaussures sensées, ne vous facture pas trop et vous dit la vérité même quand elle est dérangeante. Nous avons eu une longue conversation, j'ai fait quelques changements. Ma maison sur la route des Cerisiers, mes économies, l'atelier et chaque outil qu'il contient, les placements que Monique et moi avions faits avec soin pendant 40 ans de salaire d'artisan et d'enseignante. Tout cela, dans le document révisé, revenait à Léa et à Théo, partagé équitablement avec des clauses pour leurs études et l'achat d'outils professionnels parce que je savais ce que de bons outils signifiaient pour un jeune qui travaille avec ses mains. Le nom de marque a été retiré sans cérémonie, sans note ni excuse. Le notaire m'a regardé par-dessus ses lunettes quand ce fut fini, vous êtes sûr? J'ai hoché la tête, j'ai signé les documents, c'était fait. Puis j'ai appelé Marc et je les ai invités, lui et Isabelle, à dîner. Une occasion spéciale, j'ai dit, juste nous trois, pas d'enfants. Sa voix au téléphone était satisfaite, de cette manière particulière qui signifie qu'il avait déjà commencé à calculer mentalement. Marc a toujours pensé que chaque réunion était une opportunité, celle-ci en était une, juste pas celle qu'il imaginait. J'ai cuisiné correctement, j'ai sorti la belle vaisselle de Monique, j'ai mis des bougies sur la table comme si des adultes vivaient ici. La maison était propre et chaleureuse contre le froid de décembre, la lumière de l'atelier brillait par la fenêtre arrière, les montagnes étaient invisibles dans l'obscurité. Marc est arrivé avec l'air d'un homme qui s'attend à de bonnes nouvelles, Isabelle est arrivée avec l'air d'une femme qui s'attend à toute autre chose, elle avait cet air-là depuis 9 ans, je m'en rendais compte maintenant, l'air de quelqu'un qui attend qu'une facture arrive à échéance. Nous avons mangé, Marc a parlé d'un projet immobilier commercial sur lequel il travaillait près de la gare, Isabelle a posé des questions polies sur mon genou. Le feu crépitait, la belle vaisselle brillait, tout était civilisé, tout était en surface. Le dessert débarrassé, j'ai dit, je veux vous montrer quelque chose. J'ai ouvert l'ordinateur portable sur la table, j'ai appuyé sur lecture. 93 secondes de vidéo, la performance théâtrale de Léa en octobre. La caméra l'a trouvé sur cette petite scène, signant un monologue avec une grâce féroce et spécifique qui fait oublier de respirer au public. Son visage à la fin, illuminé, triomphant, totalement et entièrement vivante. La pièce est devenue silencieuse de cette manière dont une pièce devient quand quelque chose de réel y pénètre. Le visage de Marc, je l'ai regardé se décomposer, la couleur s'en allant, la mâchoire se relâchant, les yeux faisant le calcul, sa mâchoire, les yeux de sa mère, le menton têtu de la photo sur ma cheminée, arrivant à une réponse pour laquelle il n'était pas prêt. La main d'Isabelle est allée à sa bouche, elle a émis un son qui n'était pas un mot. J'ai refermé l'ordinateur, j'ai resservi mon café, je me suis rassis et j'ai laissé le silence faire son travail. Marc a retrouvé sa voix le premier, elle est sortie bizarre, petite, c'est elle? Son nom est Léa, j'ai dit, elle a 14 ans, elle est parmi les meilleures de son lycée, elle veut être architecte, elle comprend les murs porteurs, elle signe 3 langues, la LSF, le français, et elle apprend l'anglais toute seule parce qu'elle en a envie. Elle a attrapé un plus gros poisson que moi en juin et elle ne me laisse pas l'oublier. J'ai fait une pause. Je la connais depuis 1 an. Le silence après cela était d'une autre qualité, plus dense, comme quelque chose de physique dans la pièce. Puis Marc a explosé, bien sûr. C'est sorti d'un coup, dans mon dos, adoption plénière, aucun droit, juridiquement attaquable, comment osez-vous? Tout le vocabulaire d'un homme qui a appris à habiller ses pires instincts de termes procéduraux. Je l'ai laissé faire, j'ai siroté mon café, j'ai attendu. Quand il s'est arrêté, j'ai dit très doucement, tu l'as traitée de défectueuse, Marc. Sa bouche s'est fermée. Les yeux de ta mère, le menton de ta grand-mère, 2,8 kg avec son poing enroulé autour de mon doigt, et tu l'as traitée de défectueuse. Je veux que tu vives avec ce mot pour le reste de ta vie, chaque fois que tu penseras à cette nuit, je veux que tu t'entendes le dire. Je me suis tourné vers Isabelle. Elle pleurait déjà, pas de manière polie,
mais de cette manière qui a été retenue pendant 9 ans derrière un barrage de complicité et de culpabilité silencieuse. Tu savais, j'ai dit. 6 mois après, tu savais. Tu as envoyé à Catherine Lefebvre une photo de moi et Monique et un mot disant à Léa de me retrouver si jamais elle voulait sa famille. Tu as fait une seule chose décente et puis tu es retourné à ta vie et tu as laissé le reste au hasard. 9 ans, Isabelle. 9 ans de hasard. Elle n'a pas nié, elle ne le pouvait pas. Je sais, elle a murmuré. Je suis désolé. J'ai répondu, tu as toujours été désolé, j'avais juste besoin que tu saches que le désolé, dans ce cas précis, a un taux d'intérêt de 9 ans. Marc s'est tourné vers elle, puis je l'ai regardé réaliser que sa femme avait su quelque chose qu'il ignorait, avait fait quelque chose sans qu'il le sache, avait porté un secret qui compliquait son récit soigneusement arrangé de pragmatisme vertueux. Cette conversation, celle entre eux sur le trajet du retour cette nuit-là, ne m'appartenait pas, mais j'y ai pensé avec une certaine satisfaction, je l'admets. Je me suis levé, j'ai commencé à débarrasser. 2 choses, j'ai dit en empilant les assiettes avec le calme méthodique d'un homme qui planifie cela depuis des mois. Premièrement, Léa sait qui elle est et d'où elle vient, elle a choisi de ne rencontrer aucun d'entre vous, c'est son choix et il lui appartient entièrement. Vous ne la contacterez pas, ne l'approcherez pas et ne tenterez pas de vous insérer dans sa vie sans son invitation explicite. Si vous le faites, sa famille adoptive a un très bon avocat, et il se trouve que moi aussi. Je me suis retourné. Deuxièmement, j'ai révisé mon testament, Maître Bernard a les documents si vous souhaitez les consulter, il n'y a rien là-dedans qui vous surprendra après ce soir. Le visage de Marc est passé par plusieurs couleurs. Tu mérites ? A-t-il dit. Je réoriente, j'ai corrigé. Léa a besoin d'un fonds d'études, Théo a besoin d'outils. C'est qui ce Théo ? Un gamin de 14 ans qui a fait plus pour cette famille que toi en 9 ans, j'ai dit sans le vouloir vraiment, sans qu'il le sache, juste en étant un gamin décent qui a montré une photo à un vieil homme. J'ai accroché le torchon, un carré parfait. Vous pouvez sortir tout seul, les routes sont verglacées, conduisez prudemment. Je suis allé dans l'atelier, j'ai fermé la porte derrière moi, je me suis tenu dans l'odeur de sueur et la lumière jaune et chaude, et j'ai écouté le murmure des voix à travers le mur, puis des pas, puis la porte d'entrée, puis la voiture de Marc dans l'allée, puis plus rien. Juste les montagnes là-bas dans le noir, les étoiles perçant à travers le vasistas de l'atelier et l'odeur du bon bois et du vernis et de 40 ans de travail. Monique, j'ai dit, rien, tout. J'ai ramassé un morceau de noyer que je gardais depuis 6 mois, une pièce magnifique, au grain serré, à la couleur riche, le genre de bois qui récompense la patience. Léa avait mentionné une fois, de cette manière détournée dont elle parle des choses qui lui tiennent vraiment à cœur, qu'elle avait toujours voulu une vraie table à dessin, du genre avec une surface solide, une hauteur réglable et des tiroirs sur le côté pour les plans et les instruments. J'ai trouvé mon crayon, j'ai commencé à esquisser des mesures sur un morceau de pain, j'avais du travail. Marc est rentré chez lui en silence, Isabelle a fixé la vitre latérale pendant 30 km, la maison de Verrier était éclairée quand ils sont arrivés, chaleureuse, chère, pleine d'enfants qui n'avaient aucune idée que leur sœur existait. Marc est resté longtemps dans la cuisine après qu'Isabelle soit montée, il est resté là dans son beau manteau sans l'enlever, juste debout. Je le sais parce que la plus jeune fille de Marc, Chloé, 12 ans et déjà plus perspicace que son père, m'a dit lors d'un appel 3 semaines plus tard que son papa était bizarre et silencieux et qu'elle s'inquiétait pour lui. Je lui ai dit qu'il traversait quelque chose et qu'il irait bien, ce qui était au moins à moitié vrai. Dans les mois qui ont suivi, Marc a commencé à remarquer des choses qu'il n'avait jamais remarquées auparavant, une femme sourde signant à sa fille dans la file d'attente au supermarché, un groupe d'adolescents sourds riant dans le bus, leurs mains pleines de langage, de couleur et de rapidité. Un homme à l'aéroport signant via un interprète sur son téléphone, totalement autonome, totalement fluide, parfaitement bien. Il m'a appelé en février, j'ai laissé sonner. Il a rappelé en mars, j'ai écouté le message, long, inconfortable, la voix d'un homme qui s'était exercé et qui ne trouvait toujours pas les bons mots. Et puis je n'ai pas rappelé, pas encore, peut-être jamais. Cette horloge tourne au rythme de Léa, pas au mien. Isabelle a écrit une lettre à Léa par l'intermédiaire de Catherine Lefebvre, elle n'a pas demandé pardon, elle n'a pas demandé de relation, elle l'a juste mis sur papier, la culpabilité, la lâcheté, la seule lettre qu'elle avait envoyée dans le noir et ce qu'elle avait espéré qu'elle ferait. Elle a écrit, « Tu n'as jamais été le problème, je veux que tu le saches si rien d'autre. » Léa me l'a montré dans l'atelier un samedi matin, ses lunettes de sécurité relevées sur le front, des copeaux de bois dans les cheveux. Elle l'a lu 2 fois,
me l'a rendu. Je le savais déjà, a-t-elle signé, je le sais depuis que je suis assez grande pour comprendre toute l'histoire, rien de tout cela n'était ma faute et je n'ai jamais été défectueuse. Elle l'a dit de la manière dont on énonce un fait sur les murs porteurs, simple, établi, indiscutable. Non, j'ai signé, tu ne l'étais pas. Elle a hoché la tête, a rabaissé ses lunettes et s'est remise à l'assemblage sur lequel elle travaillait. Elle a renvoyé 2 phrases à Isabelle par Catherine, je sais que ce n'était pas ma faute, je le savais avant votre lettre. Elle n'a pas réécrit, elle n'en avait pas besoin. Certaines portes, on les laisse fermer, pas par colère, mais par simple autosuffisance, parce qu'on a assez, parce qu'on a construit quelque chose de solide avec de meilleurs matériaux. Parce que la personne de l'autre côté de la porte a fait son choix il y a longtemps et que l'on a depuis longtemps construit sa maison sans elle. Théo a fêté ses 15 ans en avril, je lui ai offert son propre jeu de ciseaux à bois, des bons, de fabrication suisse, du genre qui garde le tranchant. Il a tenu le coffret longtemps sans l'ouvrir. Ils sont trop bien pour moi, a-t-il signé. Ils sont exactement ce qu'il te faut, j'ai répondu, ne les abîme pas. Il a levé les yeux, a fait ce truc où sa carapace d'ado cool s'évapore une seconde. Jean-Pierre, a-t-il signé, ouais, merci d'être resté tard tous ces lundis. Toi aussi tu es resté, j'ai répondu. Il a haussé les épaules, a ouvert le coffret de ciseaux et s'est mis au travail. Le mois de mai à Annecy est le secret le mieux gardé de la ville, les boulots reviennent tous à la fois comme s'ils attendaient de faire leur entrée. Les montagnes redeviennent vertes au-dessus de la ligne de neige et la lumière dure jusqu'à presque minuit de cette longue manière dorée qui fait comprendre pourquoi les gens restent ici malgré les hivers et le froid qui s'insinue dans les os en novembre et ne part pas vraiment avant maintenant. Samedi matin, mon atelier sur la route des Cerisiers, la table à dessin est finie, en noyer, solide comme une fondation, hauteur réglable, 3 tiroirs avec des assemblages à queue d'aronde fait main sur chacun, c'est la plus belle pièce que j'ai faite en 20 ans, peut-être de toute ma vie. Léa se tient en face de moi, lunettes de sécurité sur le nez, travaillant sur un petit meuble qu'elle conçoit depuis 3 semaines, son propre design, des lignes épurées, de l'ébénisterie intelligente, rien de superflu. Elle prend une décision pour un assemblage d'angles, l'exécute, le présente, ajustement parfait. Les 2 pièces s'emboîtent sans aucun interstice. Elle me regarde par-dessus ses lunettes. Parfait, elle signe. Je lui prends, je le tourne dans mes mains, l'assemblage est serré, droit et exactement comme il faut, le fil du bois correspond, elle y a réfléchi. Je lui rends, je hoche la tête une fois, de cette manière dont on hoche la tête quand quelque chose n'est pas seulement correct, mais bon. Tu tiens ça de moi, j'ai signé. Elle lève les yeux au ciel avec l'exaspération affectueuse de quelqu'un qui a déjà entendu ça. Elle se remet au travail. Dans un coin de l'atelier, à peine visible sous un drap, se trouve le cheval à bascule en bois que j'ai construit la nuit où je suis rentré de l'hôpital il y a 14 ans, avec rien d'autre qu'une paire de mains de menuisier et une décision, poussiéreux, patient, attendant toujours. Léa l'a repéré il y a 3 semaines et a posé des questions. Je lui ai raconté l'histoire, la nuit de novembre, la tasse de café posée avec soin pour ne pas la jeter, la séance de construction à 3 heures du matin, le vernis à l'aube. Elle est restée silencieuse un moment. Vous l'avez fait cette nuit-là? Pour qui vous l'aviez fait? Je l'ai regardée, elle m'a regardé. Oh, a-t-elle signé? Elle a regardé le cheval à bascule pendant un long moment, puis elle a signé, je veux le restaurer, pour le donner à ma petite cousine. Je lui ai dit que c'était une excellente idée, Monique aurait dit la même chose. Marc n'a plus jamais reçu d'invitation à dîner, il en attendait une, il continuait à laisser des messages vocaux de cette voix prudente et répétée, je les ai tous écoutés, ils sont devenus plus courts au fil de l'année. Le dernier en octobre disait juste, « Papa, je ne sais pas quoi dire, je suis désolé. » 14 secondes, 9 ans trop tard. Mais c'était là. Je n'ai pas rappelé. Léa n'a pas sollicité de contact. Peut-être qu'un jour elle le fera, peut-être pas. Ce calcul est le sien et je ne le précipiterai pas. Ce que je sais, c'est ceci, un samedi matin de mai à Annecy, avec les bouleaux en feuilles et les montagnes vertes et la lumière dorée qui traverse le vasistas de l'atelier, ma petite fille est de l'autre côté de l'établi, créant quelque chose de beau avec ses mains. Elle a 14 ans, elle est brillante, parle 3 langues, future architecte. Elle comprend les murs porteurs, elle a les yeux de Monique, elle pêche mieux que moi au lac vert et elle me signe parfois tu tiens ça de moi quand je fais quelque chose de bien, juste pour voir ma réaction. Elle est la personne la moins défectueuse que j'ai jamais rencontrée, elle est extraordinaire.
Elle est exactement celle que je savais qu'elle était la nuit où je l'ai tenue pendant 1 heure et qu'elle a enroulé tout son poing autour de mon doigt sans lâcher. Certaines choses valent 9 ans d'attente, d'autres valent bien plus encore. Jean-Pierre vit toujours sur la route des Cerisiers à Annecy, la lumière de son atelier est allumée la plupart des matins dès 6 heures, il n'est pas difficile à trouver.